Alors, les week-ends se suivent et se ressemblent ou pas d'ailleurs. Voilà une autre capsule avec mon ami Karl. On discute de l'actualité, on discute de Nicolas Sarkozy, on discute de Charlie Kirk. Mais surtout, entre-temps, en fait, j'ai noté, en m'intéressant à ce qui se passait aux États-Unis, évidemment à ce qui se passait en France, à ce que je vis, ce dévoiement du droit, ce dévoiement des plaintes, ce dévoiement de l'argent, ce dévoiement du chantage par l'argent, puisque comme un certain nombre d'entre vous le savent, Kash Patel, qui était quelqu'un que finalement on connaissait pas tellement, c'était quelqu'un qui était sur Internet, qui avait des positions dites MAGA, et avant America First, et avant... D'ailleurs, le passage de America First et à MAGA est assez intéressant par rapport à la place qu'occupe maintenant Israël dans le discours de beaucoup de gens qui sont MAGA, mais qui finalement ne sont pas America First, puisqu'ils sont Israël First. Et c'est intéressant de comprendre ça avec l'Utah, de comprendre ça avec les Mormons. Et c'est un sujet dont on parlera dans les prochaines semaines beaucoup avec Karl. Et j'ai une lettre sur les Mormons qui attend. Alors j'hésite toujours parce que c'est des lettres qui sont denses, hein. C'est des mois, c'est des années de travail, hein, de récupérer des données, de s'inspirer, de regarder des documentaires, de lire des livres, etc., etc. Et parfois, ben, j'ai l'impression que les lettres, eh ben, c'est pas comme les livres, c'est pas comme les magazines, hein, vous hésitez à les lire. Alors, sachez qu'il y a les versions lues des lettres, soit par l'intelligence artificielle de Substack, hein, quand vous êtes abonné payant, soit sur Patreon, où on a aussi les lettres lues. Donc, je mets pratiquement à chaque fois les liens pour aller vers Patreon ou Substack. Donc, je vous invite à les découvrir. Mais toujours est-il que ce Kash Patel est depuis 2023 en couple avec une chanteuse de country music, bon, qui a plus ou moins de talent. Maintenant, on ne saura plus d'ailleurs si elle a du talent ou pas, puisqu'étant en couple avec un personnage extrêmement important, puisque c'est le directeur du FBI, donc vous imaginez le pouvoir qu'il a. Est-ce que les gens qui vont la recruter le font parce que Kash Patel est important et ils veulent être bien vus avec lui ou pas? Donc Kash Patel est quelqu'un qui récemment d'ailleurs a pris le jet du FBI pour voir sa compagne chanter une chanson dans un stade, un hymne, en introduction d'un match. Ça a provoqué un scandale un peu quand il se passe la même chose en France, hein, avec les ministres qui prennent des jets ou autres. Sauf qu'il a décidé de renvoyer en fait la personne qui est responsable de la gestion des avions et d'interdire le fait que son avion puisse faire partie des avions suivis sur Internet par les sites, vous savez, les sites qui suivent les avions. Donc, étant patron du FBI, évidemment, il a obtenu gain de cause, d'une part pour virer la personne qui était soupçonnée d'avoir laissé filtrer l'information, et d'autre part, faire en sorte que maintenant, il puisse faire absolument ce qu'il veut avec l'avion du FBI. Moi, je n'ai pas véritablement d'avis là-dessus. Ce que je sais, c'est que sa femme est une employée, par ailleurs, d'une organisation qui s'appelle PragerU, une organisation américaine, un peu comme celle de Charlie Kirk. Il y a beaucoup de points communs avec Charlie Kirk, dont la fondatrice est très fière d'être une ancienne des services secrets israéliens. Donc, vous savez, en ce moment, sous les drapeaux en Israël, il y a plus de 23 000 citoyens américains. Donc, ils sont citoyens américains et ils ont une forme de double nationalité puisqu'ils sont en même temps sous les drapeaux dans l'armée américaine. On a exactement la même chose en France et dans quelques pays dans le monde, mais c'est vraiment une particularité pour les Américains et pour les Français, et dans de plus grosses proportions d'ailleurs, pour les Français que pour les Américains. Enfin, toujours est-il qu'il y a un certain nombre de personnes qui polémiquent, entre guillemets, sur l'idée que, puisque c'est une femme très très belle, un peu comme Erika Kirk, enfin c'est des anciens
des anciennes, enfin des femmes très belles, très séduisantes, et tout le monde s'accorde pour dire que c'est pas forcément le cas de Kash Patel, qui est par ailleurs bien plus âgée qu'elle, puisqu'elle a 24 ans, je crois. Et donc se sont demandé si c'était pas ce qu'on appelle une honeypot, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait être effectivement tombée un peu amoureuse, mais être plus amoureuse d'une mission qu'elle pourrait avoir à remplir pour d'autres personnes. C'est un peu comme, vous savez, la milliardaire qui s'appelle Adelson, et à la question « Est-ce que vous êtes plus fidèle à Israël qu'aux États-Unis ?» Non seulement elle ne veut pas répondre, mais on sent bien que toute sa fortune est au service du sionisme, au service d'Israël et au service d'une cause pour laquelle ils se sont battus avec son mari. Et à la Knesset, récemment, Trump faisait une évocation très forte du rôle de cette Myriam Adelson dans le fait que les États-Unis ont choisi Jérusalem comme capitale d'Israël, enfin ont accepté cette idée, alors que le droit international n'est pas du tout d'accord, plus le Golan, plus l'aide militaire, plus tout ce que vous voulez. Et donc, eh bien, Kash Patel n'est pas content que ce soit évoqué, et tout ça est évoqué évidemment dans le cadre de l'affaire Kirk, mais également dans le cadre des dossiers Epstein, JFK, 11 septembre, etc., toutes ces promesses pas tenues, alors qu'il y a des choses qui sont très choquantes pour les patriotes et qui ont lieu. Et donc, forcément, ça a créé des doutes, puisqu'en plus, les positions extrêmement pro-sionistes que prend Kash Patel, des révélations sur les liens très forts entre le FBI, ADL et les PAC, y compris dans le cadre de l'enquête, toutes ces choses-là ont vraiment perturbé les Américains. Donc se sont posé cette question, et certains, de façon un peu en plaisantant, ont rappelé qu'il y avait une vraie tradition d'Israël, et qu'ils avaient fait ça en France, qu'ils avaient fait ça en Iran, qu'ils avaient fait ça un peu partout, d'envoyer des femmes un peu fatales pour faire craquer, entre guillemets, des Iraniens importants, hein, en dehors de leur couple en général, et pour obtenir des informations. On sait très bien d'ailleurs que dans le Russiagate, beaucoup de personnes avaient laissé entendre que Trump s'était fait séduire par des femmes lors de ses visites en Russie, et il était tombé dans ce qu'on appelle un honeypot, et donc il avait peut-être sur l'oreiller fait des révélations importantes. On sait ça, hein, il y a eu beaucoup de films, etc., les femmes russes, les femmes chinoises, hein, il y a eu des scandales, mais bizarrement, on peut en parler quand il s'agit des femmes russes, on peut en parler quand il s'agit des femmes chinoises, on peut en parler quand il s'agit... Mais s'il s'agit de femmes liées de près ou de loin à Israël ou à des gens qui sont très connectés avec les services secrets, alors là, ça pose un énorme problème, et il y a des plaintes aujourd'hui qui sont aux États-Unis sur des personnes qui, sur leur blog, ont osé l'évoquer. Et les plaintes avec des demandes de dommages et intérêts de 5 millions de dollars. Et il y en a plusieurs comme ça. Et c'est très intéressant parce que tous les gens qui disent « mais ça a été de la folie en fait ce qu'a fait le couple Macron aux États-Unis », on sent que c'est de moins en moins de la folie. Puisque ces questions qui sont souvent faites avec une forme d'humour dans le cadre du premier amendement par des journalistes qui posent des questions que eux considèrent comme de vraies questions, eh bien, peuvent donner lieu à des amendes considérables. Et donc, vous voyez qu'il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte. Il y a exactement la même boîte de Pandore qui a été ouverte avec le procès de harcèlement dans le cadre de l'affaire Brigitte Macron, c'est-à-dire ce qu'on appelle des procédures bâillons, des procédures qui font peur. Parce qu'imaginez que vous êtes un petit compte, et même d'ailleurs si vous êtes un gros compte, qui peut se permettre de lutter dans ce domaine avec la crainte d'un jugement orienté. Parce que quand on parle de la compagne du patron du FBI, évidemment, on parle pas de n'importe qui. On a à nouveau une disproportion des forces et des relations, et c'est des choses qui peuvent briser même des influenceurs, journalistes citoyens, analystes citoyens, appelez ça comme vous voulez, même ceux qui pourraient être sérieux. Donc,
il faut toujours se méfier quand on pense que telle procédure est ridicule et n'a aucune chance de fonctionner. On voit bien que dans le système américain, ça va un peu dans tous les sens et qu'il pourrait très bien y avoir à la fin un accord, un plaidé coupable, comme par exemple avec Fox News, qui avait, entre guillemets, viré Tucker Carlson, ou qui avait trouvé une justification pour virer Tucker Carlson, et qui avait trouvé un deal avec une boîte de vote électronique pour s'excuser, entre guillemets, des dommages qui auraient pu être faits pour la réputation de la boîte. Et c'est une forme de plaidé coupable avec beaucoup de millions sur la table pour éviter d'en parler. Puisque la question, en fait, c'est jusqu'à quand, de façon très isolée d'ailleurs, quelqu'un comme Candace Owens peut résister, puisqu'en fait, elle s'attaque à énormément de personnes puissantes et elle pourrait à tout moment se retrouver avec une horde de procès. Et c'est ce qui risque de se passer pour beaucoup de monde. C'est déjà ce qui se passe pour Aurélien, hein, Zoé Sagan. Il a beaucoup de procès. Et voilà, donc on est véritablement dans une période terrible, dans une période de judiciarisation de la justice. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous annonce qu'en parallèle du lancement du tome 4, je vais travailler également donc, sur un tome qui sera un tome 9 et qui va beaucoup s'intéresser à ce sujet qui fait partie de la table rouge. Et parce qu'on a vraiment un sujet important qui est extrêmement négligé, qui est pas forcément bien compris, que ce soit par les grands médias, qui ne se rendent pas compte que ça va leur tomber dessus, mais également par, évidemment, je l'ai suffisamment dit, par les petits médias, qui soient honnêtes, sincères ou marchands du temple, et qui ne réalisent pas, comme dans le livre Inconnu à cette adresse, mais il y a beaucoup de livres sur ce sujet, que les choses les attendront aussi à un moment ou à un autre. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai cette cloche dans la main depuis tout à l'heure, et donc je ne résiste pas au plaisir de faire sonner un peu la cloche. Avec Karl, on a mis un morceau de Pachelbel récemment, et voilà, la musique adoucit les morts, le son des cloches adoucit les morts, et j'ai vu des images fantastiques de bols tibétains, et qui étaient, entre guillemets, calés sur une bonne fréquence qui provoquait en fait le sommeil très rapidement de nourrissons qui étaient en train de pleurer fortement, peut-être suite à des cauchemars ou autres, comme si le son permettait un alignement et de s'endormir beaucoup plus que n'importe quelle pilule chimique. Sachant que le meilleur son pour qu'un enfant s'endorme, évidemment, c'est le chant de sa maman et le battement du cœur de son père ou de sa mère. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, commentez la vidéo, likez et découvrez mes lettres Substack. Je vous invite également à précommander le tome 4 du livre. Tout ça, c'est évidemment pour m'encourager, d'une part, à continuer, même si de toute façon, même sans les encouragements, je continuerai. Hein. Dussé-je n'avoir que quelques lecteurs, je continuerai. Parce que je crois, j'ai trop attendu avant de publier, entre guillemets, ce que j'écris depuis toujours. Les gens qui m'ont suivi sur Facebook, où j'avais un compte privé, le savent, j'ai toujours écrit et commenté, mais c'était pas public, entre guillemets. C'est devenu public quand j'ai commencé à le faire sur X. C'est de nouveau, entre guillemets, un petit peu privé sur Substack, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous encourager à vous abonner, sachant que si vous n'avez pas les moyens de prendre un abonnement payant, faites-moi la demande respectueuse, je serai ravi de vous offrir un abonnement, comme je le fais pour une très grande partie des gens abonnés. Voilà, donc je vous remercie, je pense que vous allez passer un bon moment avec cette vidéo. Et je posterai également sans doute demain une autre vidéo
où j'avais fait tard le soir ce que une chaîne d'égyptologues m'avait proposé un débat à 3. Et donc voilà, je vais vous le faire découvrir dans les prochains jours. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Contactez-moi à bertrand@55bellechasse.com. Bertrand, BERTRAND, @55BE2LECHA2SE.com. Bertrand@55bellechasse.com. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de week-end du 11 novembre et merci. Ce soir, on va parler de Sarkozy qui a été libéré ces dernières heures en France. Ça a fait parler beaucoup. Je vais vous présenter des articles tout au long de l'émission. Puis on va parler de nous aussi. Bertrand Schoeller, en direct de Paris. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Carl. Bonsoir à tous. 12h51 ici à Montréal. Puis chez vous, c'est 18h51, c'est ça? Exactement. Donc, ici, ça nous intéresse beaucoup. Sarkozy, Bertrand, à Broche TV, on s'occupe beaucoup de nos cousins français. Et Sarkozy, on le connaît ici au Québec pour avoir fait partie de l'équipe des Marais, très près de l'État profond canadien. Et ce qui arrive à Sarkozy, pour nous, c'est pas une surprise, mais j'aimerais que tu nous fasses une analyse des derniers événements. Alors peut-être je vais juste rappeler un fait. Il y a énormément de procédures en cours contre Nicolas Sarkozy et il a déjà eu plusieurs fois des condamnations définitives. Ça, c'est la première chose. La condamnation pour laquelle il a été mis en prison n'est pas une condamnation définitive, mais c'est une condamnation qu'on peut considérer comme grave puisqu'il s'agit de 5 ans de prison ferme et c'est une condamnation qui est très humiliante, entre guillemets, puisque c'est une condamnation pour association de malfaiteurs. Donc là, on est véritablement dans le type de condamnation qui concerne le grand banditisme, la mafia, les trafiquants de drogue, mais pas ceux qui... tu vois, les gens qui sont liés à ce type de trafic peuvent avoir ce genre de condamnation. 5 ans, c'est beaucoup, mais pour les gens qui suivent, disons, la galaxie des affaires qui concernent Nicolas Sarkozy, ça paraît très anecdotique, puisque là, c'est une condamnation pour un sujet qui est en marge de tout ce qui concerne Nicolas Sarkozy par rapport à Kadhafi, par rapport à la Libye. Et il n'y a aucune personne au monde qui peut regarder la Libye en disant que ceux qui ont organisé cette guerre contre Kadhafi peuvent être fiers du résultat. Puisqu'en fait, la Libye est un pays qui est l'ombre de ce qu'elle a été. C'est un pays qui est en guerre civile permanente depuis cette époque-là. C'est la plaque tournante de l'immigration qui arrive en Europe. Et c'est pour ça que c'est complètement absurde. Tous les gens qui se disent patriotes, qui aiment Sarkozy parce qu'il avait dit le Karcher, etc., ne réalisent pas que ce sont, entre guillemets, les conneries de Sarkozy et de son gouvernement qui expliquent les flux de migrants catastrophiques, effectivement, qui arrivent en Europe et en particulier en France, en passant par Lampedusa, mais pas que. Il faut voir que depuis 2011, d'une part, ça a dépeuplé l'Afrique d'énormément de talents, entre guillemets, c'est-à-dire de jeunes hommes forts, etc., puisque les flux de migrants qui passent par la Libye sont rarement des flux de familles. Puisque comme il y a la guerre civile en Libye, c'est compliqué de faire passer des femmes et des enfants, puisque la Libye est un des pays dans lequel aujourd'hui on a la réactivation de marchés d'esclaves, de marchés d'esclaves humains, de femmes, d'enfants, etc. Donc j'imagine, par ailleurs, qu'en Libye, il doit y avoir énormément de trafic d'organes également, de traite de femmes. Et d'ailleurs, en parlant de trafic d'organes, je ne peux pas m'empêcher de penser aux déclarations d'un certain nombre de médecins et d'associations humanitaires qui disent que les corps de grand nombre de prisonniers palestiniens qui ont été remis par Israël sont des corps incomplets. Il manque des yeux, il manque des reins, il manque des foies, il manque des cœurs et d'autres organes qui font partie des organes relativement chers parce qu'ils sont
très importants, voire vitaux pour ceux qui en ont besoin. Et ils sont aujourd'hui relativement faciles à transporter. Est-ce que, à nouveau, comme dans les années 90 ou avant, Israël ait pris la main dans le sac de pliage d'organes sur des prisonniers? On le saura vraisemblablement jamais, parce qu'il n'y aura pas d'enquête, parce que ces cadavres ont été mis à Gaza, qu'à Gaza, il n'y a toujours pas de journalistes, il n'y a toujours pas de presse qui peut y être. Et on voit que en permanence, quasiment 24 heures sur 24, il y a toujours la destruction. Mais revenons à la Libye. Donc, c'est dans le cadre de cette affaire, qui est, encore une fois, une affaire de financement occulte et qui a impliqué énormément de personnes, dont des fonctionnaires, dont des hauts fonctionnaires, qui eux-mêmes ont déjà été condamnés dans le cadre de cette affaire ou en marge de cette affaire. Mais il y a eu énormément d'autres affaires. Il y a eu des téléphones avec des faux noms ouverts sous des faux noms. Hein. Nicolas Sarkozy avait un téléphone qui avait été ouvert au nom de Bismuth, avec lequel il a été enregistré. Il y a eu plein d'affaires en essayant d'obtenir des informations confidentielles ou de faire pencher la balance de juges ou dans des affaires très graves. Donc, on n'est pas du tout en présence d'un saint, on n'est pas du tout en présence de quelqu'un qui peut continuer à crier non, non, je suis totalement innocent, c'est une cabale contre moi. Donc, c'est vraisemblablement faux. En revanche, le système américain de la grâce présidentielle, s'il existait en France, pourrait justifier qu'un ancien président soit gracié par son successeur ou se soit gracié lui-même. Hein. Biden a gracié toute sa famille. Donc, ce système existe dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on considère qu'un président peut être gracié. Mais un président, en général, il est gracié dans l'exercice de ses fonctions. Oui. Il n'est pas gracié pour ce qu'il a pu faire en dehors de ses fonctions, avant ou après. Puisqu'on peut comprendre que dans l'exercice de ses fonctions, il y a énormément de garde-fous. Il y a un chef de cabinet, un directeur de cabinet, des ministres, des militaires, plein de gens qui peuvent essayer de l'inciter à éviter de faire ces choses-là. Et quand tu es président, d'ailleurs, tu es particulièrement observé. Donc tu évites. Mais bon, on voit avec la nouvelle manière de présider qui est celle de Macron, où tout est confidentiel, secret défense, où, comme je l'écrivais dans une de mes récentes lettres Substack, on a quand même l'impression que les ministres, premiers ministres, c'est plus des go-go danseurs, tu vois, qui sont là pour charmer et pour être sympathiques et bien vus par le maître absolu en fait du pays qui est devenu Emmanuel Macron, que d'agir entre guillemets pour les Français. Moi, je me rappelle quand même qu'on nous a expliqué qu'il était un Mozart, qu'il était un Jupiter, qu'il était en réalité, il est un président qui s'organise pour avoir les pleins pouvoirs, pour détruire toutes les oppositions et qui est en guerre permanente contre tout. En fait, les deux mots-clés de Macron, c'est la Renaissance. Donc, renaissance de Notre-Dame, renaissance du Louvre, renaissance de l'industrie militaire française, renaissance de je sais pas quoi, et la guerre. Guerre contre le Covid, guerre contre la Russie, guerre contre le climat, les climato-sceptiques, guerre contre... Là, maintenant, il est en guerre contre tous les gens qui ne pensent pas comme lui. Et c'est vraiment une guerre qui va être de plus en plus forte, de plus en plus violente. Je pense que à la rentrée en janvier, quand... Pour une autre coupure, on est désolé, il y a toutes sortes de phénomènes cet après-midi ici à Montréal. 13h heure du Québec, et chez vous, il est 17h en France, 19h en France, désolé. Donc, c'est ça, on va continuer de parler du dossier Sarkozy, parce que c'est très intéressant, ça touche l'État profond, comment on finance la politique. Puis ici, au Québec, on a fait des commissions d'enquête là-dessus, on n'a jamais eu le fond de l'histoire, et ce que révèle Sarkozy, très intéressant. Continue de faire. Alors, et donc, ce qu'on a observé, maintenant, on va revenir un peu au sujet. D'une part, au cours de son petit nombre de jours en prison, 20 jours en prison, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent il est en prison, mais avant d'appel. Mais quand on parle d'une condamnation à 5 ans de prison, avec l'absence de doute raisonnable, avec des années de procédure. Il faut savoir qu'on parle de choses qui datent d'avant 2007. Je ne sais pas si vous réalisez qu'on est en 2025. Et les gens, ils voudraient qu'en fait, la peine, elle soit quoi, en 2070, et on dira, il est trop vieux pour faire de la prison.
Le problème, c'est qu'à un moment, les juges, ils en ont marre de ces justiciables qui ont tellement de moyens, tellement d'avocats, tellement d'accès à tellement de choses, qu'en réalité, ils ne sont jamais jugés. Je vous rappelle, pour un cas personnel, que je me suis retrouvé, suite à une plainte de Brigitte Macron qui date de fin août 2024, en garde à vue en décembre 2024, et avec un procès là qui a eu lieu en décembre, pas en décembre, en octobre 2025, et une décision qui sera rendue en janvier. Pour des affaires équivalentes, quand tu t'appelles pas Brigitte Macron, d'une part, si tu t'appelles pas Brigitte Macron, le procès n'a jamais lieu parce que le dossier est vide, mais en plus, ça peut mettre des années. Dans les prévenus comme moi, il y en a un qui a été violé, qui avait porté plainte, etc. Le viol a été validé, mais on lui a expliqué que c'était touche pipi, et donc ça servait à rien d'envenimer les choses et de détruire trop de vies. Donc, alors qu'il était adolescent. Et lui se retrouve à faire un tweet un peu vulgaire, et il va peut-être être condamné. Alors, voilà, une éducatrice avait le droit de le violer et de lui toucher le sexe et je sais pas quoi d'autre, mais il fait des tweets qui sont... on n'a même pas à les juger. Les gens sont tellement exaspérés Oui. de la vie, de cette justice à deux vitesses, etc., que c'est normal de temps en temps de s'énerver. On peut tous s'énerver. On n'est pas des machines, on est des humains. Et donc, on voudrait nous demander, en fait, d'être très sage, très docile, de ne pas s'énerver, de ne pas manifester, de rien faire, en fait. Les seuls qui ont le droit de tout casser, de casser l'agriculture, de casser l'industrie, de casser la santé, etc., c'est ceux qui nous gouvernent, mais en fait, ils sont jamais punis. Et quand, par hasard, entre guillemets, ils sont punis, parce qu'il y a tellement de procédures, tellement de preuves, etc., ben, de toute façon, ils sont pas vraiment condamnés. Parce que il faut quand même rappeler aussi, c'est pas anecdotique, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy avaient été invalidés. Et ça correspondait à 14 ou 15 millions. Eh ben, il a pu, en fait, c'était lui qui devait les payer, en principe, sur ses deniers personnels. Oui. Eh bien, il a pu obtenir un don de personnes qui ont payé. C'est-à-dire qu'il a reçu 14 millions de dons, mais sur lesquels il n'a pas été fiscalisé comme si c'était des revenus. Ah non. Alors qu'un petit internaute, s'il reçoit des dons, il va falloir qu'il les déclare et il paye des impôts dessus. Tu vois, le système, il est tellement injuste. Quand tu es un ex-président, que tu te fais choper et que tu dois rembourser les frais de campagne, tu reçois 14 millions de dons, tout ça c'est normal. Alors, il y a plein d'astuces, c'est passé par le parti, c'est passé par le machin, etc. Non, la réalité, c'était que c'était lui, et c'était pas son parti, c'était lui qui était candidat à la présidence. Il a la chance d'avoir un parti avec des comptables, avec des juristes, avec des fiscalistes qui peuvent l'aider à faire ça. Et donc, on voit que quelle que soit la problématique, en fait, les gens ne sont pas traités de façon équitable. On a un couple présidentiel qui engage des procès aux quatre coins du monde, entre guillemets, et qui annonce des nouveaux procès à venir, et qui annonce même que Zelensky va faire des procès en France contre les gens qui feraient de la fausse information par rapport à l'Ukraine. Et bref, tout ça, ça coûte des millions, mais quand il y a ces déclarations de patrimoine, il n'y a pas de patrimoine. Donc comment ils payent des millions de frais de justice? Enfin, si tu veux, là maintenant, la coupe est pleine, les gens ne comprennent plus, et moi non plus, je ne comprends pas. Mais les médias vont t'expliquer en boucle qu'il a reçu des milliers de lettres, que les gens sont fans, et qu'en prison, c'était l'horreur. Parce que c'est ça, en prison, c'était l'horreur. Alors bizarrement, il recevait la visite du garde des Sceaux. Le 29 octobre, Darmanin est allé lui rendre visite. Le juge d'application des peines, suite à ça, a quand même dit « je leur interdis de se rencontrer ». Enfin, mais c'est surréaliste. Ah ouais. Le garde des Sceaux, celui qui a la haute main, entre guillemets, sur ceux qui décident ou pas de libérer, et aller le voir, qui était quand même un message très fort, il y a des témoignages qui disent qu'un peu avant d'aller en prison, il avait eu une réunion privée avec Macron, qui, suite à la réunion, avait posé officiellement la question sur savoir si on pouvait mettre en prison des anciens présidents. Et il posait la question parce que, bizarrement, dans la prison de la Santé, il y avait des gens qui étaient assez...
Il y avait des gens dans l'Assemblée qui étaient assez, et ça l'a coupé encore une fois. Beaucoup de problèmes pour faire des émissions cet après-midi à Montréal. Des gens... Oui, continue, Bertrand. Donc des gens qui insultaient Nicolas Sarkozy et qui se filmaient, dont les images sortaient de la prison, quasiment en direct. Et donc, à moins d'être totalement naïf, à qui profitaient ces vidéos? La seule personne à qui ça profitait, c'était Nicolas Sarkozy et ses avocats, pour dire, regardez, on ne peut pas assurer sa sécurité, il va pas pouvoir dormir, c'est terrible, etc., etc. Mais qui peut croire sincèrement que des prisonniers dans une cellule qu'on va pouvoir facilement reconnaître vont sacrifier leur téléphone, leur machin, leur ceci, leur cela, uniquement pour dire qu'ils insultent Nicolas Sarkozy? Ça tient pas la route une seconde. C'est que, en fait, c'est des gens auxquels on a confié des téléphones en disant fais ça et peut-être tu auras des avantages. Donc en réalité, tout ça dépasse l'entendement. Il faut que les personnes qui nous écoutent comprennent qu'il faut toujours se demander cui bono, à qui profite chaque chose qui a lieu. Et en fait, on a eu un tapage très fort pour dire le pauvre, sa situation est difficile, alors qu'il y avait des gardes du corps qui dormaient dans les cellules d'à côté. Enfin, on est, si tu veux, c'est très compliqué. Et comme on est en période électorale, je vais dire quelque chose de très, très important. Sarkozy est un ancien président. Alors, semble-t-il, compte tenu de ses condamnations définitives, on lui a retiré la Légion d'honneur et ils sont en train de considérer de lui enlever son droit d'avoir d'exercer la profession d'avocat. Mais c'est à la CEDH, donc il n'y a pas de décision définitive, donc il peut encore exercer comme avocat ou comme conseil ou ce que tu veux. De toute façon, je pense que ça n'a pas tellement d'importance pour lui. Mais il est, en tant qu'ancien président, membre statutaire du Conseil constitutionnel français. Et le Conseil constitutionnel français, comme son nom l'indique, a un rôle important sur la Constitution. Et il y a un sujet extrêmement important sur lequel le Conseil constitutionnel va avoir à se prononcer, c'est la possibilité pour Emmanuel Macron de se présenter à nouveau. Parce que le fait de ne pas pouvoir faire 2 mandats avait été écrit dans le cadre d'un mandat de 7 ans. Et quand le mandat est passé à... Et donc l'idée, c'était à plus de 14 ans. Et il y a des gens qui jouent là-dessus et qui disent, mais 3 mandats de 5 ans, finalement, c'est 15 ans. C'est pratiquement la même chose. On pourrait autoriser un mandat, peut-être... parce que, sous-entendu, et c'est ce qui va se passer au cours des prochains mois, bon, il y a largement le temps de changer la Constitution sur cette question. Et je pense qu'il réussirait à trouver Macron la majorité, comme il l'a fait pour toutes les orientations politiques qu'il a eues. Sous-entendu, comme quand il y a eu son premier mandat, il était très inconnu, mais il était celui qui pouvait sauver la France de la marée brune du Front National. Et là, on nous refera le coup, en fait. Et Sarkozy, en tant que membre du Conseil constitutionnel, pourrait avoir à s'exprimer là-dessus. Donc, imaginons que tout ça se passe en parallèle d'une procédure d'appel, mais avec la possibilité d'être gracié, puisque le président de la République, Macron, peut gracier n'importe qui, peut gracier n'importe quel justiciable, il peut le sortir de prison, gracier. Il y a eu beaucoup de grâces présidentielles. À une époque, les présidents, d'ailleurs, graciaient les PV des Français. Donc, quand ils étaient élus, ils graciaient, ils disaient tous les PV, et grâce présidentielle. Les limites de vitesse, les parcs-mètres, les machins. Bon, mais il peut y avoir ça. Donc, imaginons tout ce qui peut se passer à l'insu de notre connaissance. Que peuvent, de quoi peuvent-ils discuter? Parce que on sent bien, il faut regarder aujourd'hui tous les messages qui sont passés sur Internet, Twitter, etc. C'est que pratiquement toutes les personnes de droite disent « c'est super qu'il soit sorti ». Ils comprennent que s'il sort, c'est qu'il a encore un pouvoir énorme. C'est qu'il a pu obtenir, parce que tu sors pas après 20 jours aussi vite, et ton cas n'est pas considéré par les juges aussi rapidement. En principe, ils prennent même pas le cas de quelqu'un pour le faire sortir de prison avant au minimum 1 mois, voire 2 ou 3 mois.
Et il y a certaines personnes qui sont mises en prison et ils peuvent voir un juge d'application des peines pour 5 ans, tu vois, au mieux après 6 mois. Et là, après 10 jours, il y avait un juge qui acceptait de voir après 20 jours et qui prenait immédiatement la décision de le libérer dans la journée. Et il est parti dans la journée, dans une limousine avec des motos. Est-ce qu'il a un bracelet électronique? Est-ce qu'il doit rester tout le temps chez lui? Est-ce que comme Balkany peut sortir? Est-ce que c'est lié à du secret médical? Est-ce que il aurait eu des problèmes de... En fait, on ne sait rien, on ne saura rien parce que ça doit dépasser, entre guillemets, ce que le système a décidé qu'on avait le droit de savoir. Et donc voilà, donc je trouve ça très bien pour lui. Hein. Moi, je suis ravi pour lui et sa famille parce que c'est toujours mieux que quelqu'un soit loin d'une prison où c'est horrible, même quand tu es président. Mais il faudra quand même un jour ou l'autre, et ça ce sera peut-être un jugement de Dieu, que les conséquences, et après peut-être on passera à un autre sujet, mais les conséquences du cycle entre le financement de sa campagne, pour laquelle il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, hein. Puis sa politique vis-à-vis de Kadhafi et vis-à-vis de la Libye. C'est la France qui a insisté pour bombarder, c'est la France qui a agi pour le changement de régime, et il y a énormément de soupçons qui disent que le bombardement du dernier convoi de Kadhafi, puis son assassinat, était très très lié à la France et éventuellement à des commandos. On ne saura jamais. Mais il y a beaucoup de gens qui font plus que le supposer. Et il y a eu beaucoup de déclarations en ce sens de personnes comme Hillary Clinton ou autres en s'étonnant de cette violence à l'encontre de Kadhafi alors qu'il n'y avait pas de solution de remplacement. C'est-à-dire en Syrie, quand ils ont entre guillemets finalisé le renversement de Assad, il semble que entre toutes les grandes puissances, ils s'étaient plus ou moins mis d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'Iran qui était en dehors du coup, mais comme ils ont un nouveau président qui comprend rien, c'est pas très étonnant puisque leur ministre des Affaires étrangères et leur président avaient été changés. Hein, c'est le président actuel qui est un ancien médecin, mais en tout cas, il semble qu'il y avait plus ou moins des accords et il y avait ce type, la Jolani, qui allait devenir le président par intérim. On découvre en ce moment par des vidéos que le même Jolani jouait au basket genre 20 ans avant avec un haut gradé américain. Tu vois, ça rappelle un peu l'histoire de Ben Laden. Non mais on nage en plein délire. Et il y a quelqu'un qui a fait une conférence il y a quelques jours et qui dit qu'en fait il a été payé avec l'accord des Israéliens, des Turcs, payé par les Américains à partir de 2023 pour aller préparer Jolani à sa future mission. Et le type raconte que le premier rendez-vous, il est face à Jolani, qui est à l'époque un terroriste avec la tête mise à prix 10 millions de dollars par les Américains, qui finance quelqu'un pour le rendre présidentiable. Non mais, et il dit, je suis avec lui, j'ai un peu peur et tout, et je lui dis, j'aurais jamais cru être avec quelqu'un comme vous. Et Jolani lui dit, bah oui, moi, j'aurais jamais cru être avec quelqu'un comme vous. Et en fait, pendant 2 ans, ils vont le rendre présidentiable. Et donc, ils vont le préparer militairement. Tu dois plus prendre de risques, tu dois plus faire ça, tu dois avoir des guerres du... Et tu vois l'industrialisation de ce process. Et qu'on me dise pas que les services secrets russes, machin, etc., savaient pas. Et donc, qu'est-ce qui justifie ça? Bah, il y a des choses qui nous dépassent, qui sont parfois très inquiétantes, cette réelle politique. Voilà. En tout cas, Jolani a été reçu d'abord en Russie, où il a dit qu'il souhaitait que la Russie reprenne un rôle équivalent à celui qu'il avait en Syrie avec Assad. Et là, il a été reçu à huis clos par Trump. Et il faut remarquer que Trump n'a pas voulu être pris en photo quand il est arrivé. Et on ne sait pas s'il voudra être pris en photo quand il va repartir. Mais évidemment, Trump veut lui faire prendre des décisions différentes de celles des engagements qu'il a pris vis-à-vis des Russes. Et c'est-à-dire que je pense qu'il essaie de lui faire dire bah non, mais finalement, j'ai changé d'avis, les Russes doivent quitter le territoire, et libérer les bases, etc. Donc, parce qu'il faut voir qu'à chaque fois que les Russes ou les Chinois ont la possibilité d'avoir des bases dans un pays, c'était le cas au Soudan, le pays devient la cible de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on voit bien que
la Russie a toujours été la cible. Toujours, toujours, toujours. Et donc, tous les pays qui sont liés à la Russie sont la cible. En ce moment, il y a une énorme entreprise de Trump vis-à-vis de la Biélorussie. Énorme tentative de corrompre, entre guillemets, la Biélorussie, ce qui serait très compliqué parce qu'il y a des armes nucléaires russes qui ont été mises en Biélorussie. De la même manière que les tentatives en Géorgie, les tentatives en Arménie, les tentatives au Kazakhstan en ce moment. Il y a un travail de folie qui est fait avec le Kazakhstan. L'Azerbaïdjan, maintenant, c'est simple, de toute façon, il est complètement déconnecté de la Russie. Voilà. Donc, Bertrand, euh, euh, on est à quelle heure sur cette horloge nucléaire-là? J'ai l'impression que ça peut. Je crains le pire, mais je peux pas imaginer qu'on puisse se rendre là. Mais tu parlais de la Biélorussie. Moi, je comprends très bien que depuis la chute du mur de Berlin, les Américains ont pu imprimer autant de dollars qu'ils voulaient et leur ouais. capacité de corrompre l'ensemble du globe a été très forte. Et il y a à peu près juste la Russie, la Chine qui a résisté. Et ensuite, là, les BRICS se sont mis à s'organiser. Mais j'ai l'impression qu'ils lâchent pas le morceau. J'ai l'impression que l'empire du mensonge veut aller jusqu'au bout. Mais en fait, là où Vladimir Poutine a été très bon, c'est-à-dire Vladimir Poutine prend le pouvoir, la Russie est dans une situation catastrophique. L'armée russe est quasiment en train de s'écrouler et le dernier gros fleuron de l'armée russe, ce sont ses sous-marins nucléaires et c'est le moment où le Koursk est vraisemblablement saboté ou qu'est-ce qui se passe, une erreur humaine explose. Et donc, on voit que la Russie, entre guillemets, est l'ombre d'elle-même. Mais ils ont mis à leur tête, Helsinki, quelqu'un qui est vraiment un patriote. Et là, Poutine va être extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va jouer le super naïf. Il va dire, moi, je veux rejoindre l'OTAN, moi, je veux machin. Moi. Et donc, à la fois, il va travailler en profondeur. Petit à petit, il va récupérer les fleurons économiques, les sociétés pétrolières, les sociétés gazières, les sociétés aériennes, etc. La construction d'avions, donc les lignes aériennes, mais la construction d'avions. Petit à petit, en fait, il va reprendre le contrôle de l'économie russe, ce qui n'était plus le cas puisque l'économie avait été entièrement reprise par les Occidentaux, donc ce soit par les Américains, par les Anglais et aussi énormément par Israël, puisqu'il y avait beaucoup de binationaux qui faisaient partie des gens qui avaient pu racheter les fleurons de l'économie russe. Et il n'y a qu'à regarder, pratiquement tous les oligarques russes de l'époque des années 90 sous Yeltsin sont des binationaux israéliens. Je rappelle d'ailleurs que la moitié de la population d'Israël, ce sont des juifs d'origine russe, pas des juifs d'origine de l'Est. Ça, c'est les 4/5e. Non, des juifs d'origine russe. Ce qui est un vrai sujet pour Vladimir Poutine. Parce qu'en Israël, la langue la plus parlée, c'est pas l'hébreu, c'est le russe. Après, les gens apprennent, essaient d'apprendre, etc. Mais c'est ça la réalité. Et puisque les gens d'Europe de l'Est qui sont arrivés étaient aussi des gens qui avaient été formés aux Russes. Tu vois, quand tu arrives d'Ukraine ou autre, bon, ben, tu dis que tu as une autre langue, mais dans la réalité, ils parlaient très bien le russe. Et donc, l'économie était vraiment entièrement contrôlée. Poutine réussit à reprendre ça, donc on voit plein de choses. Il y a des procès rocambolesques. Donc, contre les nationalisations, contre les valorisations, contre la mise en prison de Komorowski, enfin, je ne connais plus tous leurs noms, et tous ces gens qui étaient souvent, en plus, il y avait une mafia très puissante, enfin, bref. Mais en parallèle de ce qu'il faisait par rapport à l'économie, de ce qu'il faisait par rapport aux universités, de ce qu'il faisait par rapport aux hôpitaux, de ce qu'il faisait par rapport aux retraités, il a vraiment travaillé en profondeur sur tous les sujets. Il a essayé de remettre en ordre l'armée et surtout les armes dont disposait l'armée.
Mmh. Et très vite, Poutine, il y a un discours de Munich qui est vraiment important, je crois qu'il doit dater de 2012, peut-être d'avant, je ne sais plus exactement, et un discours qui est fondateur et dans lequel Poutine réexplique en fait, explique la géopolitique mondiale, la situation, avec le rôle des États-Unis, l'Europe, ce qui se passe et ce qui va essayer de se passer avec d'autres pays du Sud qui essayent de se libérer de cette emprise du dollar, cette emprise militaire, de toutes ces bases, et surtout des mensonges de l'OTAN qui devaient s'arrêter à l'Allemagne et qui a continué Pologne, etc., etc., et qui voulait continuer avec l'Ukraine. Hein, il y a eu la Roumanie, tout ça. Et surtout, Poutine évoque l'armement. Il ne parle pas d'une course aux armements, puisque à l'époque, c'est des tentatives de désarmement, tu sais, les missiles moyenne portée, les missiles longue portée. Il y a une volonté d'arrêter d'avoir des milliers d'armes nucléaires, parce qu'une fois que tu peux détruire une fois la Terre entière, tu n'as pas besoin de pouvoir la détruire 100 fois. À un moment, c'est de la gourmandise, si tu veux. Si tu peux détruire une fois la Terre, pourquoi pouvoir la détruire 100 fois? Parce que c'était ce que c'était devenu. C'est 12 000 bombes nucléaires russes, 10 000 bombes nucléaires américaines, et toutes 100 fois plus puissantes qu'Hiroshima ou Nagasaki. Bon, voilà. Vu, tu vois, l'impact d'un Tchernobyl sur la propagation de radiation, t'imagines. Bref, et il se lance dans la production de fusées très performants, mais surtout de systèmes antimissiles. Parce qu'au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé des missiles à propulsion nucléaire, on a reparlé d'Oreshnik, dont on avait beaucoup parlé il y a un an, Poséidon. et du Poséidon, mais on a beaucoup moins parlé de l'arme la plus extravagante de la Russie, c'est le S-500 Prometheus. Alors déjà, le nom Prometheus, si tu veux, c'est tout un programme. Hein. Enfin, toutes les armes, c'est châtaigne, gland, euh, Poséidon, etc. Mais là, c'est Prometheus. Et quelle est la caractéristique, en fait? C'est le seul système antimissile qui est capable, dans certaines conditions, si les radars, tout ça, d'arrêter les missiles hypersoniques dans l'atmosphère quand ils sont à vitesse hypersonique. On voit bien les Patriotes, les systèmes THAAD américains, le dôme de fer israélien, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire les Russes réussissent à envoyer des missiles, pas leurs plus performants, et aucun quasiment n'est arrêté. Tu vois, ils ont fait une vague de 45 missiles il y a 3 nuits. 90% des missiles ont atteint leur cible et n'ont rien touché aux alentours. Il y a peut-être quelques drones qui ont eu, tu vois, qui ont été, dont le vol a été coupé et qui ont atteint par erreur des cibles civiles, mais souvent à cause des défenses aériennes. C'est la défense aérienne qui fait que le truc. Et voire même parfois, c'est la défense aérienne elle-même qui essaie d'avoir un missile trop rapide pour elle et qui finalement revient sur la ville ou sur une cible et tu vois et la fait exploser. Donc les Russes ont mis au point S-200, puis S-300, puis S-400, puis S-400S et là ils font de la production en série du S-500 qui ne garde que pour eux et donc qui peut leur permettre à terme d'avoir quelque part un bouclier. Donc les Américains disent qu'ils veulent faire leur Golden Dome et l'idée des Américains c'est d'avoir un dôme, tu vois, d'armes dans l'espace, tu vois, comme et qui pourrait atteindre tout type de missiles qui arrivent. Sauf que en principe, dans les négociations pour arrêter cette course aux armes, l'idée, ça avait toujours été de dire on ne peut pas mettre des armes nucléaires ou des armes très puissantes dans l'espace, c'est trop risqué. On sait bien qu'il y a des satellites de temps en temps, tu vois, qui tombent, et là, si c'est des armes nucléaires, tu vois, c'est pas contrôlé. Et puis, tu pourrais même avoir des gens qui arrivent
avec une navette spatiale ou quelque chose, voire même des amateurs, et qui pourraient envoyer, tu vois, un petit truc dans l'espace qui ferait exploser ces choses-là, et qui ne sont pas protégées elles-mêmes. Parce que, tu vois, toute la Oh, oui, non, ça complexité, deviendrait ingérable. mais en fait, rien ne fait peur à Trump, parce que comme il ne comprend pas réellement les problèmes que soulèvent toutes ces idées un peu abracadabrantes, il balance ça, il dit au Canada, vous allez me donner 20% de votre PIB et on va vous mettre dans notre Golden Dome, comme si les Canadiens en avaient besoin. Si tu veux, ils ont déjà assez d'ennemis de l'intérieur pour pas garder. Exactement. Bon, enfin bref. Donc, la Russie s'est redressée dans tous les domaines. Et non seulement elle s'est redressée, mais elle ne s'est pas isolée pendant cette période-là. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas fait ça en étant juste avec eux. Ils ont bénéficié de la vision de Poutine, mais de gens exceptionnels comme Lavrov, comme Mishustin, qui est le Premier ministre actuel de la Russie, pour développer une nouvelle alliance entre grandes puissances pour essayer de trouver des alternatives au dollar. Parce qu'en fait, quand tu es replié sur toi-même, tu peux, quand tu es aussi grand que la Russie, te débrouiller. Sauf que les Russes, ils ont besoin de vendre du pétrole, du gaz, etc. Et jusqu'à présent, même quand ils faisaient ces échanges avec la Chine, c'était en dollars. Même quand ils faisaient avec l'Iran. Parce que le système des échanges était fait de telle façon que comme tu ne peux pas avoir des avions pleins d'or qui sillonnent et que personne ne fait confiance au billets de l'autre pays, tu vois, on a Oui. bien vu que la Russie s'est fait confisquer 300 milliards, tu vois, d'argent qu'ils avaient gagné légitimement. Donc, t'imagines, tu ne vas pas accepter d'être payé en dizaines de milliards d'une monnaie d'un autre pays qui a été imprimée et puis qui peut-être le lendemain ne vaudra plus rien. De l'or en avion, c'est vite assez compliqué. Et donc, le système, en fait, aujourd'hui, fait que grâce aux BRICS, grâce à la banque des BRICS, mais à des systèmes qu'ils ont mis en place, 90% des échanges entre la Russie et la Chine se font dans leurs monnaies respectives. 90%, ce qui est considérable. Et c'est, je crois, 99% avec l'Iran. Bon, alors, c'est des beaucoup plus petits volumes avec l'Iran, mais ça montre qu'ils ont bien travaillé. Parce que le système était fait pour que ce soit impossible. Tu sais, c'est comme l'Union européenne. Une fois que tu es à l'intérieur, tu ne peux plus vraiment sortir. Les Anglais ont réussi, mais parce qu'ils n'avaient pas l'euro, parce que. Et puis surtout, dès l'origine dans les contrats, ils avaient des clauses spéciales qui leur permettaient de sortir pas comme les autres, parce qu'ils n'étaient jamais vraiment rentrés. Mais les autres pays, on voit bien qu'ils sont coincés. Quand on parle de Frexit, de machin, évidemment, moi j'ai envie d'un Frexit. Mais tu as vu, rien que le système français fait qu'un référendum en 2005 dit non, et en 2007, Sarkozy est élu, et lui dit oui. Oh. Et il a fait la même chose avec notre projet souverainiste au Québec. Alors que c'est constitutionnellement impossible d'aller contre la voix du peuple qui a répondu à une question. Mais lui a justifié en disant, bah non, entre-temps, moi j'ai été élu, sauf qu'il n'a jamais été élu en disant, je reviendrai sur le référendum de 2005. N'empêche qu'il l'a fait. Et si tu veux, c'est toutes ces choses-là. Et quel est le premier crime que Sarkozy a enlevé du code pénal français? La haute trahison pour un président de la République. Oui, ben c'est sûr. Il se crée un monde à lui. Mais moi, ce que Poutine, de ce que tu racontes, de comment il a reconstruit la Russie, c'est effectivement, pour moi, un exemple d'un chef d'État qui a pris un État là, vraiment complètement par terre. Exactement. Et il a réussi à la relever, pas en essayant d'endetter davantage. Il a été avec les moyens qu'il avait, c'est-à-dire que moi, on me dit que il y a beaucoup de savants
La Ouais. culture russe produit d'excellents mathématiciens, d'excellents physiciens, ça on l'oublie, et que Poutine a fait l'inventaire des forces qui restaient, du peu de force, et l'aspect intelligence, il y a tout le côté de la culture russe a été mis à l'épreuve. Il a réussi à aller chercher, moi c'est ça qu'on me dit, entre autres dans l'armée, il a dit ça sert à rien d'essayer de continuer la course qui nous a mis en faillite. Essayons de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger notre territoire aussi. C'est véritablement, on peut pas dire que les Russes ont pensé envahir le monde. Puis c'est ça qui est spécial aussi. Il a réussi à résister aux banquiers apatrides. Malgré tout ce qu'il a réussi à faire comme structuration, restructurer ce pays-là en faillite, c'est qu'il a résisté aux banquiers apatrides. Il a réussi à s'en libérer, de tout payer la dette pour aujourd'hui se permettre de faire la leçon aux autres. Moi, en tout cas, chapeau Alors, Poutine à ce niveau-là. alors là, c'est très important et ça me permet de. J'avais vu que des personnes nous avaient écoutés dans une autre émission et j'avais évoqué un film qui est sur Odyssée, qui est sur. C'est encore bloqué là, du côté de Bertrand, ça va revenir. Ça m'intéresse. Pendant que ton signal revient, Bertrand. Et tu m'entends? Vous m'entendez? Vas-y, parle-nous de. Et ce film, ça s'appelle Europa, la dernière frontière. Et le cœur du film, évidemment, c'est la révolution russe et ensuite tout ce qui amène Hitler au pouvoir. Et c'est, je ne sais pas si tout ce qui est dans ce film est vrai, je ne sais pas la part de choses qui est fausse, parce que c'est tellement documenté, c'est tellement, entre guillemets, effrayant tout ce qui est raconté dans le film, qu'on aimerait croire que c'est faux, parce que c'est épouvantable. On parle, pour la Russie, de dizaines de millions de personnes assassinées, violées, de femmes affamées. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, donc on parle de l'Holocauste, mais on parle aussi, encore une fois, de dizaines de millions de Russes tués. Il faut voir que les Russes, pendant leur révolution et à la suite de leur révolution, ils ont eu des dizaines de millions de morts. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont de nouveau eu des dizaines de millions de morts. C'est-à-dire que si, dans l'histoire du monde, il y a un pays qui a beaucoup souffert, c'est la Russie. Wow. Ah oui, On ne tu fais peut bien de pas le dire. imaginer tout ce que la Russie a subi comme perte pendant la première moitié du XXe siècle. Mais en fait, la Russie est toujours présentée comme le méchant pays. Or, c'est un pays qui a résisté absolument à tout, à la fatigue, famine, à l'Allemagne nazie, à une révolution, et vraiment, il faut s'y intéresser de près, qui était véritablement menée par, effectivement, des banquiers apatrides, mais des intellectuels avec des profils, d'ailleurs souvent apatrides, mais des profils relativement typiques. Donc c'est très intéressant de regarder. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça s'appelle Europa, la dernière frontière. Ça dure 12 heures, mais dès la première heure, on commence à comprendre un peu les choses. C'est absolument effrayant. Mais le plus effrayant, c'est que ce film, euh, cette analyse documentaire, encore une fois, moi, je ne suis pas un historien. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux. Il y a énormément d'images d'archives, mais on vit à une époque où il y a beaucoup de choses qui peuvent être fausses. Il y a évidemment énormément de documents d'archives, mais voilà. Sauf qu'il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses qui vraiment tu peux vérifier point par point. C'est fascinant. Eh bien, pourtant, la Russie, encore une fois, je dis, est présentée comme le pays du mal absolu, alors que c'est le pays, la Sainte Russie, que manifestement, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, que ce soit visiblement ou dans l'ombre, veulent détruire. Et c'est là où on en revient à
au rôle très particulier d'Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, depuis le début, il est le plus en pointe contre la Russie. Pour essayer d'humilier Poutine, quand il l'avait invité à Versailles, pour essayer de le convaincre de retarder, entre guillemets, l'opération spéciale, alors qu'en fait, il y avait des centaines de milliers d'Ukrainiens qui étaient en train de se masser vers le Donbass et la Crimée pour essayer de reprendre très très rapidement ces régions. Et donc de prendre la Russie un peu par surprise et que Poutine soit devant le fait accompli en se disant qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois. Et donc, parce que c'est ça qui se passait. On a entendu Hollande et Merkel dire qu'en fait les accords de Minsk n'avaient été signés que pour gagner du temps et se préparer à écraser la Russie. C'est-à-dire tous ces gens-là le disent à visage découvert, mais on l'oublie. On avait promis à la Russie de ne pas faire avancer l'OTAN vers la Russie. Il y avait eu des promesses de désarmement et puis finalement, ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, il y a des missiles nucléaires qui sont sur le territoire de l'Allemagne. L'Allemagne va ouvrir des bases de militaires en Lituanie. L'Allemagne va ouvrir des usines d'armement dans les pays baltes. On a l'impression que l'histoire radote et c'est toujours contre la Russie. Écoute, j'écoutais ces LCI, là, les hypothèses là, des prochains mois au niveau militaire. Puis c'est ça, là, on mettait l'attention sur les pays baltes, Lituanie, Lettonie, puis l'autre, là. Donc, c'est clair qu'ils pourront pas faire ça, Bertrand. Ils se rendront pas là. On sent que ce n'est que du verbiage. Puis, mais en ouais, fait, c'était ta question d'origine, oui, c'était quelle est l'heure de la pendule de l'Apocalypse. oui, Mais je crois que les gens de la pendule de l'Apocalypse qui regardent les choses froidement, en fait, elle a déjà dépassé minuit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus rien ne peut arrêter la machine. Les c'est ça. monnaies de l'Occident ne valent plus rien. On est en train de tuer les troupeaux de vaches. Bill Gates a des usines qui fabriquent des milliards de moustiques OGM. Le dernier variant du Covid s'appelait Lucifer. En fait, le système, il est malade. Le système est malade. Il y a des gens, et encore une fois, qui retweetent une photo ou un machin qui sont mis en garde à vue. Il y a des élections qui sont truquées. C'est visible qu'elles ont été truquées, mais tout le monde s'en fout parce qu'en réalité, on ne peut rien faire. On est mis devant le fait accompli. Et on n'a même plus le droit de manifester. À moins de prévenir, de machin, etc., et de rien bloquer. À Gaza, ils trouvent sans cesse des nouveaux cadavres, des nouveaux charniers, et les nouvelles colonies, il y a des murs, et là, en ce moment, que fait Israël pendant le cessez-le-feu? Il construit une nouvelle frontière avec le Liban. C'est-à-dire que dans l'accord du cessez-le-feu, il devait quitter le Liban et retourner aux anciennes frontières. Jamais. Eh bien, ils ont déjà déplacé la frontière et ils construisent des murs. Ils n'en ont rien à foutre. Et ces murs incluent des nouveaux villages. Et il y a des rabbins qui vont dans les villages qui ont été abandonnés par les Libanais sous peine. Mais c'est pareil ce qui se passe en Syrie et ailleurs. Et comment veux-tu que le monde tienne? Il y a les doubles langages. On avait commencé en parlant de Sarkozy et le titre de l'émission, il fait référence aux fables de La Fontaine. Enfin, le monde, il est pas malade, il est déshumanisé. On a assassiné l'humanité à Gaza, on a assassiné la famille, la logique, le bon sens avec le Covid. Euh, Qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui est encore vivant, à part des petites poches de gens comme nous qui essayent de dire la vérité, mais on a des trolls dans toutes nos émissions qui viennent nous pourrir la vie, des trolls qui sont payés parfois des fortunes juste pour venir nous pourrir la vie et essayer de faire peur aux gens en leur disant on est dans les chats, on vous observe, on est payé pour foutre le bordel. Ça crée la peur, ça crée la panique. C'est
on a l'impression qu'en fait, le système est en train de payer des armées. Aux États-Unis, les budgets de la Hasbara, donc la propagande israélienne, sont inimaginables, y compris donc pour le rachat de TikTok, le rachat de X, mais ils le disent ouvertement. Ah oui. Ils s'en cachent même plus. Il y a cette dame, ça y est, j'ai plus son nom en tête, qui est à 60 milliards, Adelson, Myriam Adelson. Eh bien, Myriam Adelson vient de dire qu'elle mettait au minimum 20 millions de dollars sur la table pour que le congressman Massy ne soit pas réélu. Mais c'est énorme, 20 millions de dollars pour une campagne de congrès dans une petite région du Kentucky. C'est-à-dire que si tu prends le nombre d'électeurs pour élire Massy, c'est peut-être, si tu veux, le nombre de personnes qui vont voter pour ce congressman, allez, je vais dire 100 000 au maximum. Quand tu mets 20 millions, ça veut dire que tu mets 200 dollars sur la table par électeur. Wow. Sauf que les gens, il y a 60% des gens qui votent seulement, donc ça veut dire que tu mets 300 dollars. Mais ça, c'est ce qu'elle met. Mais il y a d'autres personnes qui vont mettre. Ça veut dire qu'en fait, pour bourrer le crâne des gens et pour pas qu'ils votent pour lui, et donc qu'un des rares qui n'est pas lié à l'EPAC, qui n'est pas lié au lobby sioniste, perd sa place au Congrès, eh bien, les gens dépensent des fortunes. Et Trump joue le jeu. Alors que pendant la campagne, une des raisons pour lesquelles moi j'avais été enthousiasmé par Trump, c'était pas uniquement son alliance avec Elon Musk, que je trouvais vraiment intéressante, mais c'est qu'il s'était entouré de Robert Kennedy, il s'était entouré de Ron Paul, il s'était entouré de Rand Paul, et il s'était entouré de Massy. Et les gens pensaient même que Massy pourrait faire partie de son gouvernement. Et c'est ça que les gens doivent comprendre par rapport à mon changement vis-à-vis de Trump. C'est pas moi qui ai changé, c'est lui qui a trahi sur tout. Il a joué la comédie avant pour être séduisant, et puis finalement, il a abandonné tous les gens qui lui avaient servi pour obtenir quelque chose, et il a pris des profils qui étaient beaucoup plus compromis. On voit son ministre de la guerre, on voit son patron du FBI, on voit... Alors évidemment, il y a des gens, Tulsi Gabbard, on a tous l'espoir que quelque part, elle essaye d'éviter tout, sauf qu'elle joue le jeu de ce qui est en train de se passer avec le Venezuela. Elle a joué le jeu, entre guillemets, de ce qui s'est passé en Iran. C'est-à-dire que ces personnes, ils n'ont pas fait comme un ancien ministre de la Défense français, Chevènement pour le citer, qui ont dit non mais je ne suis pas d'accord, je me casse. Parce qu'en fait, ils ont tellement de pouvoir, tellement d'argent, ils ont tellement rêvé de ça, qu'en fait, ils oublient ce qu'ils ont été, ils oublient ce qu'ils ont pensé, ils oublient ce qu'ils ont promis pour autre chose. Moi j'ai appris ce matin ou hier, je ne sais plus, en me réveillant très tôt, que la société de Jared Kushner, le gendre de Trump, il vient d'obtenir les droits de construire un centre commercial et une Trump Tower à l'endroit exact où les bombardements de l'OTAN ont commencé à Belgrade quand ils ont démantelé la Yougoslavie. Et c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui étaient, entre guillemets, avec la France à la tête, qui reconstruisent là où ils ont détruit, qui est un des derniers pays d'Europe encore proche de la Russie, et qui finalement est obligé de céder. Enfin, t'imagines, après, c'est vrai qu'on peut revenir sans cesse à cette horloge, mais les gens se font vacciner, Trump a été vacciné. Donc tous les Anon ou QAnon, ou appelle ça comme tu veux, qui disaient non, mais vous inquiétez pas, c'est un jeu d'échecs à 5D. À un moment, quand la personne ment comme elle respire, on n'est plus dans un jeu d'échecs à 5D, on est... Il n'y a pas de règle de jeu, il n'y a pas de jeu dans lequel le mensonge est toléré. Même ni oui ni non, ou je te tiens par la barbichette, ou tous ces trucs-là. Enfin, à un moment, il faut arrêter le délire.
C'est en plein le monde dans lequel on est rendu, là, puis les gens réagissent plus à ça. C'est au plus fort la poche, la loi du plus fort, la loi du taillon, là. Tout ce que celui qui est venu il y a environ 2000 ans nous a dit, il nous a enseigné certains principes qui aujourd'hui, si on les réapplique pas, si on retourne pas sur le centre du monde, c'est rien de Mais, religieux d'aimer son prochain. L'humain a la capacité d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire de se mettre dans la peau de l'autre, d'essayer de oui. pas essayer de faire ce qu'on n'aimerait pas se faire. C'est des principes tellement simples, Bertrand, que je me demande, c'est Mais oui, si il faut c'est pas revenir à hein? l'amour. Il faut Hein? revenir à l'amour. Mais tu sais, il y a des personnes, là, je regardais rapidement dans le chat, qui disent, mais non, non, il n'a pas trahi, il a été repris en main par les sionistes. Mais Trump se présente comme l'homme le plus puissant du monde. Aujourd'hui, entre guillemets, sa garde rapprochée, c'est quasiment Lindsey Graham. Euh, Comment peut-on dire qu'il a été repris en main par un tel et un tel? Non, il s'est auto-abandonné lui-même. Il avait dit que son gendre ne ferait plus partie du paysage. Jared Kushner, on le voit partout. Ben oui. On le voit partout. Quand Trump est allé à la Knesset pour parler et pour dire des choses mais délirantes sur le fait qu'il avait choisi Jérusalem parce que Myriam Adelson lui avait donné de l'argent, qu'il avait choisi le Golan parce qu'il avait eu de l'argent. Enfin, il n'a même pas caché ça. Il n'a même pas caché qu'il avait accepté d'être, on ne peut pas dire corrompu, parce que comme il le dit visiblement, il dit, bah voilà, c'était public, quoi. C'était finalement aux États-Unis, la négociation, elle se passe avec des canons et des piles de billets. Parce que c'est exactement ce qu'il fait tous les jours. Quand il va au Japon, quand il va dans les pays arabes, quand il va en Corée, même c'est ce qu'il a essayé de faire avec la Chine et c'est ce qu'il a essayé de faire avec la Russie. Il dit, j'ai mis un sous-marin, j'ai des missiles, ou je vais faire des sanctions, ou je vais faire des tarifs. Il ne fonctionne qu'avec des piles de billets et des pistolets. Mais à un moment, les pays, quand ils ont encore une âme, eh ben, ils savent qu'ils ne peuvent plus accepter ça. Et c'est pour ça que tous les gens qui disent, il n'a pas le choix. Mais toi ou moi, on a le choix. On pourrait prendre des positions et devenir aussi des petits trolls et gagner de l'argent. Mais ce n'est pas notre intégrité, ce n'est pas nos valeurs. Ok, ça peut avoir des conséquences. Ta chaîne, tu vois, elle grandit peut-être pas autant que ça pourrait grandir. Il y a beaucoup de personnes qui... mais en même temps, tu ne sais pas faire autre chose. Et je ne peux pas parler pour toi, mais je peux parler pour moi. À un moment, on ne peut plus dire aux gens tous les jours à l'école, n'oublions jamais l'Holocauste, et demander à notre génération de voir un génocide, de voir des injustices, de voir des tricheries, etc. Et de dire non, non, mais fermez-la, ne dites rien, parce que c'est plus compliqué, parce que vous pourriez faire de la peine, parce que ceci ou parce que cela. Non, mais il faut arrêter le délire. Si vous dites que ça, il ne faut plus jamais l'oublier, eh bien, si on a l'impression que c'est en train de se reproduire, on a une obligation morale de le dire. C'est pas une possibilité, c'est une obligation. Et quand ce sont ceux qui se disent victimes de ça, qui nous interdisent de nous exprimer, alors là, on a un vrai problème, un énorme problème, et qu'il faut résoudre. Parce que si on ne résout pas ce problème, eh ben, on n'existe plus. Et croyez-moi, on n'existe plus. Je ne peux pas présenter dans le détail tout ce que j'écris par ailleurs, puisque quand je ne suis pas en émission, bah, j'écris. Mais lisez mes lettres Substack, vous verrez, ça donne le vertige. Bertrand, pour terminer, tu voulais nous parler aussi de l'affaire Kirk, Oui. Charlie Kirk qui a évolué. J'aimerais que tu nous mettes à jour. Alors, d'abord, on a décidé avec Karl de faire des émissions. On va vous parler de cet État, l'Utah, dans lequel a été assassiné Charlie Kirk, et qui est un État qui est connu pour être l'État des Mormons, à pas confondre avec les Amish ou autres.
Et ces Mormons, pour eux, les États-Unis, c'était la nouvelle Sion. Donc on va vous présenter en plusieurs émissions, en direct ou enregistré. Enfin, on doit encore débattre de ça, mais on fera des sujets comme ça. Dans des capsules, on parlera des Mormons, on parlera de certaines sociétés secrètes, on parlera d'armes, de sujets techniques, pas que forcément dans l'actualité, mais on fera les choses en, disons, au matriciel. On vous parlera du temps qui passe et puis on donnera aussi des éléments pour comprendre comment tout est lié, tu vois, l'ARN, tous ces sujets. Et donc, Charlie Kirk, on voit que même Candace Owens, tu vois, elle commence à arriver un peu au bout de ce qu'elle peut faire. En ce moment, elle fait des émissions pendant 1 heure, elle explique que Ben Shapiro, ceci, cela. Tout ça, c'est intéressant, mais en général, il faudrait prendre ça en 30 secondes et ça devient des trucs de 50 minutes, donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller, l'objectif, parce qu'on a l'impression que le sujet clé aujourd'hui, c'est la femme de Charlie Kirk. Et manifestement, c'est la frontière infranchissable. Mais il y a des images qui sont sorties aujourd'hui, et c'était ça ce que je voulais expliquer, où avant d'aller parler, en fait, elle s'est mis des gouttes dans les yeux pour se faire pleurer, en fait. Et on la voit, elle prend le truc de gouttes, elle le met, et elle a les yeux, et elle commence à faire ce qu'elle fait dans chaque émission. Et je suis désolé de le dire, mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, j'ai du mal à visualiser beaucoup de choses dans l'authenticité, etc. Il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup avec elle, qui me préoccupe avec son passé, avec son environnement familial, les concours de beauté, le fait qu'on découvre qu'en fait, elle avait été déjà 10 fois très proche de Charlie Kirk. Elle avait été une fois dans un avion alors qu'il allait en Israël. Donc en fait, Kirk, sans le savoir, tu sais, c'est comme dans les films, il l'a déjà vu 20 fois sans l'avoir jamais vu, enfin sans savoir qu'il l'a vu. Et donc elle était déjà dans son esprit, puis elle lui a été présentée par Trump plus tard, etc. Et il y a un mot qui me revient tout le temps en tête, c'est honeypot. Et honeypot, ça veut dire qu'il y a des gens puissants sur lesquels on peut s'interroger sur le fait que on leur a mis une reine de beauté ou quelqu'un avec un caractère très particulier et qui sont tombés. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que je ressens quelque chose qui est extrêmement bizarre, qu'elle est devenue très très rapidement CEO sans véritablement se poser de questions. Qu'est-ce que ça veut dire, si tu veux? C'est un peu comme si la femme d'un président de la République qui est assassiné dit non, ce ne sera pas le vice-président, c'est moi qui vais prendre la présidence, etc. Et en même temps, elle ne s'intéresse pas ou elle n'évoque pas tous les débats, toutes les questions sur cet assassinat qui ne tient pas la route, hein, sur cette balle qui disparaît mais qui réapparaît dans le cou. Le fait qu'il y a des avions qui ont décollé, le fait qu'il n'y avait pas d'ambulance, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont extrêmement bizarres. Et quand tu perds la personne que tu aimes, tu ne peux pas supporter ces choses-là. C'est pas possible. Tu te bats que pour ça, quoi. Ben oui, le reste n'a pas d'importance. Et elle, la seule chose qu'elle a faite, c'est je pardonne, mais elle pardonne le mec qui est peut-être, j'en sais rien, mais le coupable idéal. Comment est-ce qu'elle peut pardonner quelqu'un alors qu'il y a tellement de doutes sur le coupable? Comment ne pas se poser de questions sur ce type qui hurle « c'est moi, c'est moi, c'est moi » et on voit toutes les caméras le prennent et puis ensuite on découvre qu'il est libéré mais qu'il était déjà là dans des trucs du marathon de Boston, qu'il avait déjà été impliqué sur le 11 septembre. On a l'impression que ce mec, il est le type, alors en plus, il faut voir son profil aussi à lui, c'est quand même assez intéressant. Donc, cette affaire, elle pue. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est l'attitude de la femme. Alors ça, c'est le sujet sacré parce qu'elle est veuve, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des enfants, parce que. Mais voilà, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions et il y a beaucoup d'images qui arrivent sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions. Il y a
quelqu'un qui a un gros compte qui s'appelle Stu Peters et qui est vraiment intéressant. J'aime bien souvent voir ses vidéos et qui va beaucoup plus loin. Donc, mais lui, il y consacre beaucoup de temps. Moi j'y consacre pas beaucoup de temps. J'évoquais en fait l'affaire Kirk parce que elle est une affaire qui a ceci de particulier, qu'elle a eu lieu dans un État très particulier qui s'appelle l'Utah, qui est un État essentiel pour des sociétés comme Palantir, qui est un État essentiel pour la NSA, qui est un État essentiel pour connaître quasiment les génotypes de tous les habitants de la planète, les hérédités, etc. C'est l'État des Mormons, Salt Lake City. C'est véritablement une ville dans laquelle, dans les mines de sel, il y a les plus grandes bases de données, les plus grandes banques de données du monde. C'est l'endroit où, en fait, on peut créer à terme les armes des James Bond, c'est-à-dire des armes qui permettraient de tuer tous les habitants de la planète en fonction de leur profil génétique ou de leur histoire génétique. Donc on va parler de ça dans des émissions. Et ouais, le monde est quand même vachement bizarre. On a des assassinats comme ça. Et on n'entend plus du tout parler d'ailleurs de ce garçon. On ne sait même pas s'il a un avocat, s'il y a quelque chose, où il est, alors que c'est censé être le criminel qui a assassiné quelqu'un pour lequel Trump dit qu'il va y avoir une fête nationale chaque année pour l'assassinat de Charlie Kirk. Enfin, si tu veux, il y a quelque chose qui colle pas en fait. Et moi, quand ça colle pas, je pense que c'est intéressant d'investiguer. Donc, Candace Owens le fait, et il faut voir les attaques qu'elle subit. Et Tucker Carlson fait d'autres choses, il pose d'autres questions. En particulier, il a fait une émission avec quelqu'un qui s'appelle Nick Fuentes, et il faut voir la virulence des attaques. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Alors malheureusement, je ne peux pas poster la plupart de ces vidéos parce qu'elles sont en anglais. Elles sont assez longues. C'est Greenblatt, le patron d'ADL, et qui était interrogé par une journaliste pour expliquer comment ADL, qui est véritablement un mouvement sioniste aux États-Unis, comme EPAC, comment ils vont pouvoir reprendre le contrôle du narratif aux États-Unis. On sent que c'est la préoccupation principale, reprendre le contrôle de l'histoire. Et c'est très inquiétant parce qu'il y a énormément de pouvoir. On a eu aujourd'hui, c'était au Sénat, je crois, une des patronnes de X-France qui expliquait publiquement que X avait mis en place des outils de shadow banning. C'est-à-dire qu'X a trouvé une formule très élégante qui dit oui à la liberté d'expression, mais pas à la liberté de propagation. Bertrand, je tiens à souligner aux auditeurs et à toi, là, en exclusivité, que j'ai été coupé sur X depuis hier. Tu m'en as parlé à la dernière émission également. Et là, je ne peux diffuser sur X depuis quelques jours maintenant. Donc, voilà. Ce que tu dis semble prouver. Donc, très intéressant, les Mormons. J'ai bien hâte de voir ça. On va enregistrer les capsules qu'on va essayer de garder dans environ 1 heure. Puis, on l'enregistre parce qu'on va essayer de faire un petit montage aussi, Bertrand, pour faciliter la narration. Donc, puis par la suite. Je voudrais dire autre chose, parce qu'on n'y pense plus tellement, on ne le dit plus. Mais abonnez-vous à la chaîne de Karl, abonnez-vous à ma chaîne, mettez les petites cloches, parce que nous, on est une des rares chaînes qui ne passe pas son temps à le dire. Et ouais. Après l'émission, allez sur la chaîne de Karl, et elle sera sur la mienne aussi dans quelques heures ou demain matin. Donc même si vous l'avez vue sur la chaîne de Karl, venez la regarder, ne serait-ce qu'un peu, mettez des pouces, etc. sur la mienne. Parce qu'on n'est pas du tout avantagé par les algorithmes. Je pourrais vous donner 1000 exemples pour vous le démontrer. Faites-nous confiance. Mais si vous pensez que ces vidéos sont intéressantes et méritent d'être un peu plus vues, faites l'effort d'en devenir des ambassadeurs. Donc, republiez-les,
sur vos réseaux sociaux, que ce soit quel qu'il soit. Et voilà, mais si vous trouvez que c'est intéressant, évidemment, ça ne sert à rien de vous griller à republier des vidéos qui ne vous intéressent pas. Il faut le faire quand ça vaut la peine. Et, et voilà, et puis moi j'insiste, abonnez-vous à ma lettre. Franchement, vous ne regretterez pas. De toute façon, vous n'êtes pas engagé à vie quand vous le faites. Donc, et et puis moi, ça m'aide. Tu sais, je voyais aujourd'hui ce que quelqu'un m'a envoyé un lien. Donc, il y a quelqu'un qui a été mis en garde à vue parce qu'il avait fait des images, mais il fait ça très souvent où il mettait en scène, il montrait des Afghans assis devant un Leclerc, etc., etc. Et il fait un compte pour sa défense et en quelques heures, 30 000 euros. Et ça va monter comme d'autres affaires. Et, et ben moi, en 8 mois, mon pauvre avocat, pour, pour mon affaire, il a eu... enfin, voilà, quoi, ça peut paraître des sommes importantes, mais vu le travail qu'il y avait à faire, je crois que le compte était arrivé à 8 ou 8 500 euros, alors que j'essayais régulièrement de rappeler aux gens qu'il fallait participer. Et nous, en fait, on n'était pas dans une affaire pour essayer de déclencher le chaos et le racisme. Je ne dis pas que cette personne veut faire du racisme, mais toutes ces images peuvent créer des conflits. Et je ne dis pas qu'on est à l'aise en voyant ça, je ne suis pas du tout en train de juger. Je dis que ça, c'est les conséquences d'une politique, comme je l'expliquais, qui est liée, par exemple, à la guerre en Libye et à plein d'autres choses, entre guillemets. Et que les gens qui sont là sont plus des victimes qu'autre chose. Parce que les Afghans qui sont là, ils ne sont pas venus parce que ça leur faisait plaisir, ils sont venus parce que depuis plein d'années, leur pays a été colonisé, leur pays a été détruit. Et on voit des images de Reagan qui commence déjà, à l'époque où c'est la Russie qui est en Afghanistan, à financer du terrorisme. Donc en fait, tout ça, c'est le boomerang qu'on se reprend sur la gueule. Mais en revanche, moi, mon procès, c'est celui de la liberté d'expression. Et manifestement, la liberté d'expression, ça ne fait pas fortune. Mais un jour, tout le monde va le regretter. Parce que quand il n'y aura plus de gens qui se battront pour ça, qui se prendront des gardes à vue et des machins, pour des trucs pas du tout méchants, mais parce que manifestement, ils embêtent, ils sont un poil à gratter, là, il n'y aura rien. Mais avoir un discours bête et méchant sur l'immigration, etc., alors là, c'est le carton assuré. Vous pouvez faire des centaines de milliers d'euros. Là, l'argent afflue, peut-être parce qu'il vient toujours du même endroit, où il vient toujours du même type de profil, où il n'y a aucun problème d'argent. Et vraiment, j'aimerais bien que vous méditiez ça, parce qu'on n'est pas à armes égales, et vous n'avez pas envie d'aider, vous avez l'impression que tout ça est gratuit, parce qu'on est des personnes altruistes et gentilles. Donc, ben voilà, les émissions, elles sont gratuites. Il y a beaucoup de choses à lire gratuites dans les lettres, il y a machin. Bah, il va bien se débrouiller pour se défendre au tribunal, pour trouver. C'est pas comme ça que ça se passe. Et aucune des chaînes, aucune des grandes chaînes n'a participé à promouvoir nos cagnottes, aucune d'elles, qu'elles soient venues ou pas au procès, et aucune d'elles s'est excusée de ne pas avoir réalisé à quel point ça aurait été important et juste de mettre en avant nos cagnottes, alors qu'elles sont toutes là à passer en boucle à quel point il faut donner de l'argent dans ces cagnottes-là. Et réellement, c'est pas des cagnottes, hein, croyez-moi, qui sont extrêmement dignes. Moi, je trouve qu'il est sans doute très sympathique, hein, celui qui a été aussi mis en garde à vue. Mais il y a quelque chose au fond de ça, et je suis pas LFI, je suis pas gauche bien pensante, etc. Je suis d'aucun parti d'ailleurs. Je dis juste qu'en fait, on prend les problèmes par le mauvais angle. Karl a dit quelque chose en parlant de Jésus-Christ. C'est l'amour, le pardon, etc. Évidemment, on ne peut pas accueillir la terre entière. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui créent ces flux-là sont les gens qui s'en plaignent. Les gens qui pillent et qui détruisent les pays sont les gens qui s'en plaignent. Et ceux qui sont vraiment victimes, j'évoquais tout à l'heure la Russie avec les dizaines de millions de morts, où moi, sur une simple liberté d'expression, jamais été vulgaire, jamais été méchant, jamais été raciste, jamais été transphobe, rien du tout. Et on met ça, mais ça n'intéresse personne. Et voilà, c'est tout.
C'était mon petit coup de gueule de la fin de l'émission. Et je sais malheureusement que ça ne changera rien. Parce qu'on a fait quoi? 100 émissions ensemble, Karl? Oui. Les 100 émissions, elles ont peut-être déclenché 2 ou 3 abonnements, aucun PayPal, rien du tout. Parce qu'en fait, les gens n'en ont absolument rien à foutre. C'est regrettable, mais voilà, c'est comme ça. J'apprends tranquillement dans la vie de pas trop me créer d'attente, d'essayer de le Non, mais faire j'en ai pas par. non plus, tu vois, je continue maintenant. Ben Mais oui, je ben dis oui. juste aux personnes, prenez conscience qu'à un moment, quand vous aurez plus des personnes comme toi ou moi ou autres, eh ben vous allez devoir aller voir uniquement les marchands du temple, et puis vous allez voir comment vous allez être enfermés dans un système où vous allez détester les uns les autres, vous allez avoir peur, vous n'allez pas comprendre en réalité ce qui est en train de se passer. Mais il sera trop tard. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous dire en vous parlant d'inconnus à cette adresse. À un moment, quand la personne essaie de vous dire mais pense, réfléchis, etc., et puis que vous restez silencieux, eh bien, malheureusement, en fait, le fait d'en avoir rien à foutre des autres et de penser qu'à soi, eh bien, à un moment, ça a des conséquences. Voilà, c'est tout. Puis l'exemple que je retiens de la Russie, on a parlé beaucoup du courage des Russes, puis comment ils se sont relevés. Eux, quand ils ont tombé, ils n'ont pas créé le chaos, même si on aime les détester, puis je vois que la russophobie il y a plein de causes à la russophobie, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont donné, ils nous donnent espoir aussi, et un exemple que même si on pense que tout est pourri ici, Bertrand, la meilleure solution, c'est pas de tomber dans la haine, puis dans une guerre, puis dans un chaos total, où les vieux disaient à l'époque, on a besoin d'une bonne guerre pour remettre l'économie sur pied. Je pense qu'on n'est pas là. Les Russes nous l'ont dit. Ils auraient pu se faire sauter l'humanité. Ils ont décidé de repartir à zéro, puis d'y aller avec leurs forces puis leurs faiblesses. Mais Puis oui, parce qu'en aujourd'hui, est-ce que les Anglo-Saxons auront l'anglosphère qui mène l'Occident, aura-t-elle, puis tous nos dirigeants commandités, auront-ils ce mais, réflexe-là? mais, J'ai l'impression que les Anglo-Saxons n'ont pas la même vision de mais tout juste, ça. Ouais. tu fais bien, je vais juste rappeler quelque chose. C'est ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose qu'on ne dit plus suffisamment souvent. Quand tu regardes les guerres de l'OTAN, que ce soit en Yougoslavie, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan, ou que l'OTAN ait fait des guerres, où que ce soit, ça a été des tapis de bombes avec des avions, des tapis de bombes avec des bateaux, et des terroristes, et des fausses informations, et des mensonges. Donc Merci. c'était les bébés couveuses, les armes de destruction massive, ou c'était les terroristes Daesh, Al-Qaïda, que ce soit en Syrie ou ailleurs, ou c'était les fausses informations en Libye, puisqu'on sait maintenant que tous les charniers, tout ça, c'était des conneries, c'était des trucs complètement inventés. Et puis après, c'était des pièges, c'était des provocations dans lesquelles malheureusement certains de ces dirigeants sont tombés, mais c'était des tapis de bombes. C'est-à-dire que c'était une fois qu'ils avaient tout détruit qu'ils envoyaient les soldats. Et ainsi, tu perds très peu de personnes. Israël a fait la même chose sur Gaza. T'imagines un endroit qui est une prison à ciel ouvert, reprenez les images depuis octobre, c'était tous les jours des bombardements aériens, des bombardements, et au cas où d'autres pays aient voulu protéger Gaza, il y avait toute la flotte, enfin une grande partie de la flotte américaine qui, comme par hasard, avant le 7 octobre, était en Méditerranée. Il n'y avait jamais eu autant de bâtiments américains, de porte-avions et de machins en Méditerranée qu'à cette date-là. Comme s'ils avaient su qu'il allait se passer un truc le 10 octobre. Non mais rappelez-vous, la flotte américaine qui était arrivée des semaines, des jours avant le 10 octobre. Mais ça, tout le monde a oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Mais refaites la recherche, vous allez être très, très surpris. Les Russes, en fait, ils auraient pu faire la même chose. Ils ont des bombardiers, ils ont des bons avions, ils ont plein de... En fait, ils ont accepté de sacrifier beaucoup de leurs soldats. C'est horrible de dire ça. Tu sais, pour toutes les mères russes, pour toutes les familles russes, pour ne pas détruire l'Ukraine et pour ne pas tuer des civils
ukrainien parce qu'il considère que c'est une nation sœur, mais surtout, il considère qu'on ne fait pas la guerre comme ça. On ne fait pas la guerre en tuant les civils. Mais nous qui sommes les donneurs de leçons, on ne fait que ça. Et je reboucle sur Sarkozy, regardez l'état de la Libye. Exactement. Ceux qui étaient supposés de ramener la liberté et les droits humains. Et c'est ça qu'il faut éviter de ce côté-ci, de notre côté ici, Bertrand. Merci. Puis on se reparle bientôt. Mais t'as pas mis, tu vois, dans le bandeau le contact, les machins, etc. Ah oui, 2 secondes, je mets, oui, ben j'ai mis ton Substack, mais je mets aussi ton courriel pour ceux qui veulent te Là, c'est rejoindre. pour ceux qui, encore une fois, malheureusement, c'est vrai que tu le mets presque à chaque fois, mais ça n'a aucun impact. Ça, c'est l'adresse. Il y en a qui veulent donner quelque chose avec PayPal ou autre. Ils peuvent le faire. Ça, c'est l'adresse PayPal. Donc, vous pouvez photographier votre écran. Vous pouvez, vous savez, il y a plein de moyens de retenir cette adresse, de la copier-coller. Peut-être tu pourras la mettre dans les commentaires ou dans la description de la vidéo, Karl. Moi, je le fais toujours dans mes vidéos. Abonnez-vous. Non, mais à un moment, si vous voulez, aidez-moi à pouvoir exister. Ne croyez pas que c'est parce qu'à une époque, j'ai eu des économies ou que c'est le rôle uniquement de ma famille qui n'aime pas forcément tout ce que je fais de subvenir à mes besoins parce que j'ai plus d'autres métiers. Hein. J'ai que vous. J'en ai parlé la dernière émission, Bertrand. Moi, je comprends des fois tes impatiences parce Ben que oui. tu as tout laissé depuis la COVID parce que tu crois qu'il y a urgence en la demeure. Puis il faut, et tu t'es consacré à ça. Merci beaucoup. Puis je tiens à souligner que Bertrand est entièrement bénévole pour moi. C'est pour ça que je l'encourage. C'est un grand privilège qu'il fait de venir me voir comme ça régulièrement ici au Québec. Merci, Bertrand. Loud and loud the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.